Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Konnichiwa Mina! Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission Star Wars littérature manga. On va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Star Wars Vision ainsi que des 2 tomes, en tout cas actuellement sortis pour Star Wars The Mandalorian. Je suis Julien et pour m'accompagner, notre sensei à tous. Puisqu'il s'agit de Jean Sama. Bonjour Jean. Konbanwa, konnichiwa. Konbanwa. Julien-san, genki desu ka? Genki desu. C'est une émission en japonais. Voilà, si on obtient les 10 000 likes sur cette vidéo, on fait une émission en japonais. Bonjour à tous. Bon, merci d'être avec moi aujourd'hui pour, comme on disait, cette émission sur ces 3 tomes de manga dont on va parler. Avant tout ça, déjà, comment tu vas ? Écoute, ça va, ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on n'a pas enregistré un épisode littérature aussi, quoi. Là, la petite vacances oblige, on est tous un peu dispatchés, donc les épisodes arrivent, mais faut être patient, les gens. C'est ça. Mais on est plutôt pratiquement à jour avec les mangas. Le manga, ça va, c'est pas le pire. Manga, on est à peu près. C'est compliqué avec les sorties américaines et françaises de se timer, de mettre ça à la bonne date. En tout cas, moi de mon côté aussi ça va. Avant de commencer, c'est un petit peu notre émission coup de cœur avec Jean, dans le sens où faire des Star Wars littérature manga, c'est un petit peu notre petit plaisir à Jean et moi, puisqu'on est passionnés de Japanimation, manga, animation, jeux vidéo, bref, tout le package du weeb ou du geek, si vous voulez le terme que vous voulez utiliser. Oui, mais pas mal à la mode en ce moment, voilà, si vous voulez un terme Jones. Donc on va se faire quelques petites news qui sont peu ou prou en rapport avec Star Wars, mais qui sont complètement en rapport avec l'univers de la Japanimation et du manga. Et je voudrais commencer par... Alors, chaque fois vous allez dire, vous parlez que de décès. Alors je vous rassure, aucun humain n'est mort. Malheureusement, c'est pas le cas d'un studio japonais extrêmement célèbre, puisque Gainax a annoncé mettre la clé sous la porte. Si vous ne connaissez pas Gainax, vous connaissez forcément son manga ou animé le plus célèbre. J'ai nommé Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, si jamais vous êtes très franchouillard. Jean, quand tu as appris ça, oui. Surpris, pas surpris ? Pas vraiment surpris en fait, parce que Gainax, ils ont plus fait grand chose. Evangelion, ça commence à dater. Evangelion, c'est les années 90 quand même. Oui. Moi, je les retiens surtout pour ce qu'ils ont fait. Alors, c'est marrant que tu mentionnes ça. Je ne savais pas du tout que tu allais mentionner cette news-là. Mais il y a un lien avec un des tomes des mangas aujourd'hui. Parce qu'en fait, on va parler du studio Trigger. Et le studio Trigger, lui, est toujours bien vivant. Et en fait, le studio Trigger, en fait, c'est un petit peu... c'est un petit peu ce qui a repris les grosses têtes du studio Gainax, maintenant décédé, sont partis vers Trigger. Donc techniquement,
On va retrouver un petit peu cette patte Gainax chez Trigger. Et Gainax, c'est Gurren Lagann surtout. Oui, bien après, par contre, Gurren Lagann. Bien après, oui, c'est ça. Gurren Lagann, en 2007 quand même. Hein. Voilà, exactement. Et quand on regarde Gurren Lagann, moi, quand j'ai regardé Gurren Lagann, je connaissais plus Trigger que Gainax déjà à l'époque. Et je pensais vraiment que Gurren Lagann, c'était un manga, un animé Trigger à la base. Et en fait, non, c'était déjà Gainax, mais qui est devenu Trigger par la suite, parce que c'est tellement dynamique, les scènes d'action sont tellement très triggeriennes, on va dire, que pour moi, à la base, c'était un manga Trigger, alors que non, c'était Gainax. Mais oui, effectivement, c'est triste de voir ce studio historique fermé. Alors, c'est particulier parce que Evangelion, c'est une telle poule aux œufs d'or, on va appeler ça comme ça, hein, puisqu'il y a encore des figurines qui sortent aujourd'hui. Hein. Là, prochainement, il va y avoir une figurine de l'Eva 01, là, le robot violet qui est une icône hein, maintenant du monde de manga. Je veux dire, je pense que dès que vous vous intéressez un micronième au manga et à l'animation, vous avez vu une image de ce robot géant violet, là, l'Eva 01. Ça, c'est certain, c'est une icône. Et ils se vendent encore des figurines. Chaque année, on a notre Lei Ayanami ou notre Asuka Langley qui reviennent en figurines. Alors, en tenue sportive, en tenue, voilà, etc. Mais chaque année, on a ces deux héroïnes de cet animé qui ressortent. Ah, mais Evangelion, c'est culte. Hein. Et je me demande, Gainax, ils avaient participé au film qui était ressorti là récemment. Il y a 1.11, 2. Ouais, 2.22, 3.30. La numérotation n'a aucun sens. 4.44. C'est les seuls gens qui ont sorti des films comme des logiciels. C'est-à-dire, alors on va faire la 1.01. On va rajouter des scènes, on va faire la 1.02, on va faire la 1.11. Mais par contre, c'est des très chouettes films. Regardez. Ouais, je ne les ai pas encore vus. Moi, j'ai regardé la série d'origine dans les années 90, mais je n'ai pas encore regardé. Moi, c'est une série très très chère à mon cœur. C'est la première, on va dire, manga. Je vais appeler ça obscur. Tu sais, quand moi, je été biberonné au Club Dorothée, donc tout ce qui était Dragon Ball, etc., ça passait à la télé. Evangelion, ça a été le premier manga, je dirais, où il fallait être connaisseur pour le connaître. Tu vois, c'est vraiment donc puis je l'ai regardé, je sais pas un nombre incalculable de fois. C'est aussi, à ma connaissance, la première fois ou la seule fois où un auteur a fait un énorme allez vous faire foutre à ses fans. Sur la fin, la fin de l'animé n'a pas plu aux fans. Du coup, ils ont fait un film. Le film, c'est un énorme allez vous faire voir aux fans. Donc ça, c'est exceptionnel. Faut lire le sous-texte derrière, c'est très drôle. Donc voilà, le studio Gainax, on va pas passer non plus 4 jours sur cette annonce, mais qui est parti. Je vous rassure, les licences phares ont été ou vont être reprises par d'autres studios, typiquement un Trigger, etc. Oui, voilà, les animateurs retrouveront du travail, dont chez Trigger. Je ne connais pas le marché du travail, mais vu la courbe d'âge au Japon, je pense que effectivement l'emploi doit pas être trop complexe. Et la popularité non plus. Deuxième news. Une news, alors là, attention. Alors elle n'est pas très fraîche la news, mais j'attends de voir juste le regard de Jean quand je vais l'annoncer. Yuri on Ice, le très célèbre animé de patinage artistique. Ça y est, c'est définitivement fini après des années que les fans attendaient les films, etc. Le studio MAPPA a décidé de dire non, c'est bon, fini. Alors, on a annoncé ça en avril, les fans espéraient encore un petit peu, mais là c'est bon, c'est fini. Les coups de couteau ont été donnés, les coups d'épée ont été donnés. Donc Yuri on Ice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé de patinage artistique qui tend vers le yaoi, c'est-à-dire que c'est... Alors, il n'y a pas de scène, mais disons qu'il y a une tension entre les deux héros masculins. Romance voilà, entre hommes, on va dire. Mais la grosse particularité de cet animé, puisqu'il en partie a fait sa renommée, c'est l'animation du patinage, en tout cas, qui a été faite tout simplement en filmant le patineur artistique japonais qui s'appelle Yuzuru Hanyu, qui a pris en film, puis après ils ont fait une rotoscopie, puis ils ont dessiné par-dessus. Et c'est pour ça que les scènes paraissent si réalistes en animation, parce que c'est réaliste en fait. Ok. Voilà. Donc ça a donné ça. Alors je sais qu'il y avait une grosse communauté qui voilà, ça me faisait plaisir de vous annoncer. Alors ça faisait pas plaisir de vous annoncer que c'était fini, mais c'est un petit coup de projecteur si jamais. Okay. En ces temps de JO où il n'y a pas du tout de patinage artistique parce que c'est des JO d'été, mais
C'est trop un lien. Par contre, toi, tu Ouais. suivais cette série avec attention. J'imagine que tu étais un gros fan. Moi, Vas-y, pas c'est du quoi? tout, mais j'ai Ah, quelqu'un ici qui le suivait avec attention. Ah, Oui, c'est le deuil en ce moment, hein, je vais pas te le cacher. Et donc, ouais, c'est quoi? C'est quoi? C'est une série d'animation seulement ou c'est un Oui, oui, manga à la oui, oui, base? tu perds tout l'intérêt en fait en manga si jamais il n'est pas sorti en manga, mais tu perdrais D'accord. tout l'intérêt parce que c'est l'animation. Alors, il y a l'histoire évidemment, Qui mais fait, c'est principalement l'animation Ok. des scènes en patin qui. Et donc, il qui n'y aura a fait jamais la leur fin. renommée. Il n'y aura jamais la fin. Ah bah, t'as la fin de la saison 1, mais Ah, comme il y a une beaucoup. ouverture. Alors, a priori, Mappa est quand même spécialisé, un studio qui est quand même spécialisé dans. Ouah, ça nous embête, alors on arrête, même s'il y a de l'argent à faire. Et est-ce qu'il ne serait pas repris comme l'Attack on Titans par un autre studio? Au jour de jeu maintenant, là, hein, non. Vu le succès du tout. Faudrait voir un petit peu comment l'auteur, etc. Mhm. Ça serait un peu particulier. Tu me disais les prochaines sorties, toi, des mangas Star Wars. Ah oui, bah alors. Revenons dans le sujet, la thématique quand même. Je voulais qu'on sorte, enfin qu'on fasse ça en conclusion d'émission. Alors, on peut faire ça en conclusion de l'émission, il n'y a pas de problème. Ouais. On va rentrer dans le gras. Mais pas non plus faire un épisode complet sur les news manga du moment, surtout que à la base, c'est comme le sujet Star Wars. Mais voilà, je voulais quand même annoncer Gainax, puis Yuri on Ice. Parce que voilà, ça me faisait plaisir, hein, et puis voilà. Pas d'annonce de Vision saison 3 Star Wars. Toujours pas. Pas à ma connaissance, non, pas à ma connaissance, je t'avouerai. Voilà. Mais ouais, pour les mangas, on reviendra ça en fin d'émission. Pas de souci. Et donc, on va passer maintenant au cœur du sujet, au sujet principal. On va parler de ces fameux mangas. Et on va commencer par le premier, qui est donc Star Wars Vision, qui est donc le manga tiré de la première saison de la série éponyme Star Wars Vision, qui était paru sur Disney+. Ouais, puis qui avait la particularité, rappelons quand même l'origine du projet. C'est tout simplement la licence Star Wars qui a été donnée, enfin, en tout cas qui a été proposée à plusieurs studios d'animation japonais. Donc les histoires sont complètement hors du lore Star Wars. Hein. Y a pas ils sont même pas Legend, ils sont rien du tout. Ils sont hors du lore, c'est juste la vision qu'ont les Japonais de Star Wars. Et donc ça a donné plusieurs épisodes qui n'ont aucun rapport entre eux, qui n'ont pas de logique non plus visuelle entre elles, c'est-à-dire que l'épisode 1 ne ressemble pas du tout à l'épisode 2, etc. etc. Mais ça a donné des petits clips. Si vous êtes sensible à ce côté un petit peu japonais, à cette culture japonaise, à ce retour aux sources, hein, un peu, parce que Star Wars est beaucoup tiré de l'univers japonais, eh bien, c'était plutôt, en tout cas, pour moi, puis pour toi aussi, me semble une bonne surprise. Oui, complètement. Pris de court par ce projet, vraiment. Il donnait les clés de Star Wars aux studios, aux grands studios en plus de l'animation japonaise du moment. Allez, faites ce que vous voulez. Vous avez les thématiques et débrouillez-vous avec ce que vous voulez. Et effectivement, ils ont fait des trucs de malade. Enfin, moi, personnellement, j'ai adoré cette première saison. La deuxième saison aussi, hein, qui proposait donc d'ouvrir un petit peu les frontières et de proposer ce concept-là au monde entier, avec plein de studios d'animation, dont un français, et sud-américain, africain, tous les pays, c'était génial, coréen, tout ça. Donc moi, j'ai adoré ce concept. Je crois que à date, je vais y aller fort, mais je pense que depuis le rachat Disney, on va dire, je crois que c'est le projet Star Wars qui m'a le plus conquis, quoi. J'ai vraiment rien à dire. Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup la postologie. Il y a pas mal de séries que j'aime bien aussi, mais je sais pas. C'est mon affect pour le Japon, peut-être, qui me fait dire que vraiment Vision saison 1, ça a été la claque de fou, quoi. C'est en tout cas le projet le plus original et le plus prise de risque que Disney a fait. Ouais, on s'entend qu'en termes de prise de risque, Disney, c'est quand même pour les champions du monde, dans quel que soit l'univers. Donc, c'est quand même celui où ils ont pris le plus de risques. Puis, a priori, saison 1, saison 2, ça a plutôt marché, puisqu'ils ont continué. Donc, soit ça coûte pas très cher et ça rapporte, soit ça a quand même bien rapporté. Ouais. Tu as acheté le tome. Voilà. Le tome 1, il n'y a qu'un tome donc, qui est sorti à ce jour-là. Hein, donc le tome qui ne reprend pas toutes les histoires de Vision, mais seulement 4 histoires de Vision. On commence par le premier en tout cas dans le tome qui est Attends. Oui, avant. Est-ce que 2-3 mots sur peut-être les éditions, comment ça s'est dégoupillé ici? Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais, mais
le manga Vision, comme le tome 2, là, dont on va parler du Mandalorian, en fait, ils sont sortis en retard ici au Canada, en Amérique du Nord plus généralement, comparé à la France, qui, pour une fois, nous, on a eu nos mangas au Canada, mais des années avant la France, sauf ces 2 tomes-là. Il faut savoir que Vision est sorti au Canada donc, le mois de mai dernier, hein, pour le May the 4th, ou aux alentours du May the 4th 2024, alors qu'en France, ils ont ce tome depuis 2023. Donc si vous vous demandiez pourquoi ils n'ont pas fait encore d'épisode sur le tome de manga Vision, ainsi que sur les tomes Mandalorian, c'est qu'on attendait simplement la sortie des tomes ici au Canada, dans leur version éditée par Viz Media, c'est l'éditeur ici en Amérique du Nord, alors que Nomidobi a fait un super boulot de rattraper tous les mangas Star Wars, et même de dépasser la publication nord-américaine avec donc Vision, et c'est Mando tome 2. Hein. Le tome 1, on l'avait déjà depuis un petit moment, mais le tome 2 est vraiment sorti genre 7 mois, je crois, avant le Canada. Et Vision, donc 1 an avant le Canada. Donc de avril 2023 à mai 2024, quoi. C'est ouf l'écart. D'où notre retard sur la critique de ces épisodes. Les droits sur les livres, c'est toujours un cauchemar entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ouais. Mais là, Nomidobi, respect, quoi. Nomidobi, alors respect, absolument. Ouais. Mais au bonjour pour le Québec, hein. Coucou. Ouais, voilà, ça, c'est vrai que ça, effectivement. Mais alors des charges, on sait que la gestion de la licence Star Wars mondiale est toujours un enfer, et le Québec appartient à l'Amérique du Nord, ce qui fait qu'il faudrait que les éditeurs, quels qu'ils soient, se battent pour avoir les droits francophones en Amérique du Nord. Puis globalement, c'est pareil pour Pocket, c'est pareil pour n'importe quoi. Ouais. Ça sort pas, faut trouver d'autres manières, c'est un peu particulier, c'est compliqué. Parce que Viz Media, c'est un éditeur anglo-saxon, du coup, c'est que des mangas en anglais. Les mangas sont en anglais. On les a lus en anglais. Dans la langue de Shakespeare. Voilà. Et aussi, justement, pour préciser avant de rentrer dans le tas, dans le lard, contrairement à beaucoup d'American manga, en fait, Vision, c'est en Japanese manga, on va dire, dans la plus pure tradition du terme, contrairement donc au Mandalorian qu'on verra, ou les Gardiens des Whills qu'on a fait dernièrement, ou même il y avait quoi d'autre, mais tout ce qui est la Haute République en manga, tout ça c'est des American manga entre guillemets, donc qui se lisent de droite à gauche comme une BD normale et qui n'ont pas été publiés ni au Japon ni sous forme de chapitres au Japon. Enfin, il n'y a pas ces versions-là en version japonaise. Vision, si, ça a été publié en chapitres au Japon, et justement, je voulais mentionner le magazine dans lequel ont été publiés les chapitres de Vision, parce que je trouve ça intéressant, et puis comme toi tu es un gros fan de jeux vidéo également, ça va sûrement te parler. Alors le magazine, c'est un petit peu à la manière de, comment il s'appelle ce magazine, super cool, voilà, le Shonen Jump. Là, il s'appelle Gangan Comics, et le concept est le même, hein, c'est des chapitres tous les mois, toutes les semaines plutôt, et qui publient ça dans une espèce de gros volume, tout ça. Donc Gangan Comics, et Gangan Comics, c'est rigolo, c'est une boîte qui est possédée par Square Enix, donc la fameuse compagnie de jeux vidéo, les RPG, Final Fantasy, Dragon Quest, tout ça. Donc c'est eux qui possèdent ce magazine de prépublication, comme ils appellent ça, et qui publie plein de trucs, dont tu dois connaître, je sais pas, hein, je te dis deux mangas que tu dois connaître. Ça s'appelle Full Metal Alchemist, j'ai jamais entendu parler. Voilà, donc c'est vraiment un succès d'estime et tout, quoi. Non, mais évidemment. Full Metal, quoi. Full Metal, évidemment. Voilà. Et Square Enix est un gros éditeur manga. Hein. Voilà, qui a édité. Donc moi je sais pas, hein, je t'avoue que Full Metal, évidemment, je connais, j'adore ce manga, c'est génial. L'animé aussi, les 2 animés, tout ça, tout le bazar. Mais je savais pas que c'était Square Enix qui avait publié ça à la base. Et Soul Eater, un poil moins connu, mais quand même connu quand c'était sorti à l'époque. Bah oui, quand même. Alors, je pense que peut-être que la vibe est partie un peu de Soul Eater. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent, beaucoup de gens qui connaissent encore, mais je pense que ça, c'est la nouvelle génération. En tout cas, les gens qui rentrent là, c'est pas un manga qui connaissent encore. Mais oui, Soul Eater. Mais il y en a plein, hein, Square Enix. Hein. Il me semble à vérifier, mais que les Tales of aussi sont chez Square Enix. Voilà, énormément de. Évidemment, les FF, les DQ et les Kingdom Hearts, mais il y a aussi du Zelda, il y a du Fire Emblem, il y a du Tales of, il y a tout ça, c'est Square Enix. Donc les adaptations. Si vous regardez au-dessus de mon épaule gauche, là vous avez toute cette rangée là, c'est les Valkyria Chronicles. Oh oui. Par Square Enix aussi, parce que c'est un jeu Sega là-bas. Il me semble. Faudrait que je le ressorte, puis je pourrais te le dire. Tu sais quoi, regarde, allez, hop, en direct live. En direct live. Valkyria Chronicles. Donc, peut-être que Valkyria Chronicles c'était chez Square aussi. Ouais, en tout cas, les jeux, c'est du tactical. Voilà, j'ai fait du bruit sur le truc, vous m'excuserez. Ah, c'est Kadokawa au Japon. Okay. Pardon, autant pour moi. Ok. J'étais persuadé que c'était Square, parce que
à force de lire des mangas, tu commences à reconnaître un peu les éditions. Tu sais, ils ont tous une patte un peu particulière, très subtile. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais pas, je trouvais que c'était la patte Square Enix, mais apparemment, je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, voilà, pour un petit peu introduire le tome Vision. Et il faut savoir que la cover, voilà, là, justement, la cover qu'on a, nous, ici en Amérique du Nord, et qu'ils ont eu au Japon aussi, dans leur tome relié. Donc, une cover complètement différente de la cover Domi. Alors là c'est pas vraiment la cover, là, je montre là, pour ceux qui ont l'image sur YouTube, c'est l'artwork qui représente sur la cover de Nomi. Alors que là, ici, sur Vice Media, on a plus, je sais pas, on a quelque chose un peu plus sympa, je trouve. J'aime bien, moi, la cover qu'on a en Amérique du Nord. Ouais, parce que tu vois, ils prennent les 4 héros des 4 histoires et qui composent une espèce de. Ouais, ensemble, j'aime bien. D'un ensemble. Voilà. Bref, c'est qu'un détail. Mais voilà pour ça. Et est-ce que tu voulais pas parler des mangas, ou alors tu veux parler des mangaka au fur et à mesure? On va les faire au fur et à mesure. Okay. Parce que la particularité de Vision étant que chaque épisode est indépendant, a sa patte et a donc forcément son studio derrière, son mangaka derrière, etc. Donc on va y parler un par un, je pense que ça sera plus simple. Ah bah, vas-y. Okay. On va commencer par donc, le premier, The Elder, qui est... Alors, on va vous faire le résumé de l'histoire en une ligne. Hein. Le but ici, c'est pas forcément... The Elder, c'est l'histoire d'un chevalier Jedi et de son padawan qui ressentent une perturbation dans la force, qui vont donc sur une planète. Et puis, cette perturbation est générée par un vieux. Voilà, un vieux. C'est super mystérieux, les vieux, pour ceux qui ont la ref. Et donc, un Elder. Et puis voilà, bagarre. Voilà, bagarre. Je vous ai dit, résumé en une ligne. Donc voilà, donc pas de graphique, très propre. Très propre, pas grand-chose à dire. Bah écoute, moi, on va mentionner le mangaka qui dessiné ça. Oui. The Elder, c'était l'épisode 7 de la série, donc produit par le fameux studio Trigger. Hein. Donc oui. Trigger, feu Gainax avec Gurren Lagann, mais surtout, moi, je retiens 3 œuvres, mais ultra cultissimes. Déjà de mon cœur de Japanimation file, mais aussi de 3 œuvres que je trouve au sommet de l'art de Japanimation. C'est Kill la Kill, déjà. On le verra avec l'autre histoire du studio Trigger, c'est très Kill la Kill. Promare, qui est un film, c'est pas vraiment une série, ça c'est un film d'animation qui est sorti il y a quelques années, qui est excellentissime sur le plot viteuf, c'est juste des espèces de pompiers du futur qui ont une espèce de gros méca débiles et qui vont déjà à la base l'intro de Promare est complètement débile et qui vont éteindre des incendies et des trucs comme ça mais d'une façon à la Trigger, ceux qui connaissent pourront s'imaginer comment ils font ça, mais qui montent fait dans du what the fuck le plus total quand voilà la menace de détruire la planète, ça va jusque dans l'espace et tout, c'est complètement débile, mais c'est des pompiers à la base et je pense que beaucoup connaissent Cyberpunk, donc le jeu vidéo, et l'adaptation en animé, l'adaptation un petit peu spin-off, Edge Runner, Cyberpunk Edge Runner qui est sorti il y a quelques années, il y a 2 ans, 1 an et demi peut-être, sur Netflix, si pas de conneries, ouais peut-être. C'était Trigger aussi, et là pareil, les bastons. On retient surtout Trigger pas pour leur aspect philosophique et leur façon de. Non, c'est plus pour les scènes d'action. Alors, c'est vraiment ça. Alors, oui et non. Ah, vas-y. Un manga actuellement, un Trigger actuellement qui marche bien, ça c'est Delicious in Dungeon, qui n'est pas forcément réputé pour son côté action. C'est vrai. Mais c'est très récent. Delicious in Dungeon, très, très, très atypique comme sujet. Hein, donc, des gens qui descendent dans un donjon pour bouffer des trucs. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Top Chef version. Tu prends le Seigneur des Anneaux et tu prends Top Chef l'émission et puis tu mélanges ça. Ouais, non, c'est ouf. Et sinon, pour ceux qui connaissent, c'est aussi le studio Trigger, c'est Darling in the Franxx. Qui est plus connu pour la plastique de son héroïne et pour le costume de son héroïne que pour son histoire. C'est vrai que c'est souvent des héroïnes très très fan service. Oui, et puis la manière de piloter dans les mechas, c'est particulier, c'est rigolo. Faut regarder ça avec un œil rigolo. Voilà. Là, sur The Elder, on ne le verra pas, mais sur l'autre, sur The Twins, on voit que l'héroïne est vêtue de façon Trigger. Et donc le mangaka qui a dessiné tout ça. Oui, c'est une mangaka, en fait, c'est Kamome Shirashima sur The Elder. Ok. Qui, elle, a fait... qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a fait pas mal de variantes cover en comics sur Dark Vador, du Han Solo. Elle a fait pas mal de Dr. Aphra aussi. Dr. Aphra que j'aime beaucoup.
mais c'était que des variantes cover. Par contre, elle a participé à le recueil. Alors, il y a un recueil d'illustrations qui s'appelle Tribute to Star Wars, qui est sorti au Japon et en Amérique du Nord, qui est encore inédit en France, mais vu le super boulot de Nomi Nomi, on espère une sortie. C'est un recueil d'illustrations, donc techniquement, il n'y a pas de traduction, rien, c'est juste des artworks dessinés par plusieurs mangaka. Et par contre, donc cette mangaka, elle a aussi gagné l'Eisner Awards. Eisner Awards, c'est un peu les Oscars, on va dire, pour tout ce qui est 9e art, quoi, BD, comics, manga. Pour son manga Witch Hat Atelier. Alors, c'est un manga que je connais pas du tout, Witch Hat Atelier. Mais, voilà, grâce à ça, elle a gagné quand même l'Eisner Awards. C'est pas rien. Donc, une mangaka d'expérience et de qualité. Qui a fait un très très joli travail sur pas grand chose à reprocher sur bah, de toute façon globalement ça va être mais pas grand chose à reprocher sur celui-là, c'est très très joli. Ouais. On reconnaît bien les personnages de l'animé. Ouais. Et je me suis retrouvé dans un manga. C'est pas toujours le cas dans les mangas Star Wars qu'on a vus, où parfois tu sens le côté américain ou quoi que ce soit. Mais je pourrais pas expliquer, c'est plus intrinsèque, mais tu sens être sur un manga dans celui-là. En tout cas, bah, tu lis un manga, la découpe des idées, la manière dont c'est découpé, la manière dont c'est amené, la manière dont c'est dessiné. Je pourrais pas, c'est plus du ressenti, encore une fois, puis c'est pas pour dire que les autres dessinent mal, absolument pas, c'est juste que là, j'ai dit ça comme si j'étais dans un manga, comme si je lisais mon manga XYZ, là. Ouais. Bah, ça va être un petit peu la même critique sur les 4 histoires, c'est que les 4 mangaka n'ont pas vraiment, ont dû peut-être, alors je sais pas, je suis pas dans les petits papiers ou quoi, mais ont dû peut-être coller plus au travail des studios qui ont réalisé les animés, plus que de proposer quelque chose de personnel, de plus de leur patte à eux, quoi. Donc là, ça ressemble énormément à ce qu'a proposé donc Trigger dans l'émission, dans la série. Et pour les 3 autres, ça va être un petit peu la même. Il y a même des messages en fin de manga, tu vois, tu as des espèces de messages de remerciements. Il y en a un des 4 qui dit justement, ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que j'ai dû sortir de ma façon de dessiner pour pouvoir coller plus à l'animé, tout ça. Donc c'est intéressant. Effectivement, il n'y a rien à dire niveau dessin, quoi. C'est l'action. Mais le manga, on lit ça. Le manga, on lit ce média, c'était surtout pour les scènes d'action encore très très dynamiques et ultra lisibles, quoi. Comparé à un comics ou à peut-être une BD qui a des scènes d'action un peu plus plan-plan en général. Et là, les scènes d'action qu'on a dans les 4 histoires sont vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment nickel. On va peut-être faire les 3 autres histoires en rafale là. La deuxième histoire, c'est Hope et Ocho. C'est l'histoire de 2 sœurs qui vont se déchirer. Vous avez une sœur qui est la sœur biologique de la famille, qui va se retourner contre sa famille pour retourner voir l'Empire dans l'espoir de sauver sa planète. Et vous avez la deuxième sœur, Lop, qui est une sœur adoptive et sur laquelle les espoirs de la famille vont se poser. Et donc, vous avez cette fameuse rencontre entre la sœur adoptive qui porte les espoirs de la famille biologique et la sœur biologique qui s'est éloignée de la ligne, on va dire, de la famille biologique. C'est une histoire extrêmement classique dans ces lignes. C'est une histoire très classique dans l'univers du manga qui est juste saupoudrée d'un skin Star Wars, mais alors qui est cool, voilà. Bon, après c'est pas trop patang. Moi, je t'avoue que c'est peut-être de la saison 1 de Vision, c'est l'histoire qui m'a le plus touché. Alors, peut-être, comme tu dis, ça touche à des thèmes universels vus et revus, mais c'est fait d'une façon tellement parfaite pour moi que j'ai pas pu m'empêcher de chialer quand j'avais vu l'épisode à l'époque. Et je t'avoue que là aussi, en relisant le manga, j'ai versé ma petite larme à la fin. Alors que je connaissais l'histoire, on l'avait déjà vu en animé, mais ça me bouleverse à chaque fois, cette histoire-là. Honnêtement, c'est une très belle histoire, c'est très bien dessiné. Ce que j'ai énormément aimé dans tout Vision, c'est que ils n'hésitent pas à amener des aliens. C'est-à-dire que oui, tu as l'espèce humaine, mais tu as beaucoup d'aliens, on va le voir aussi dans les suivants, le 9e Jedi, etc. Ça fait du bien de voir un espace peuplé d'aliens. Puis l'histoire est très jolie. Les dessins sont quand même globalement très chouettes. J'aime un petit peu moins
Mais je suis en train de décider si c'est un 9 sur 10 ou un 8 sur 10, tu vois, donc c'est exceptionnel, tu vois. Mais non, honnêtement, c'est un très bon cru. Puis, là, tu parles d'Alien. Je pense que c'est l'épisode le plus ancré dans l'histoire japonaise que vous avez, parce que vous avez c'est vraiment ancré dans l'histoire. Si vraiment vous êtes familier, voilà, typiquement avec le dessin que tu montes, où ils reprennent l'équivalent des estampes japonaises pour présenter l'histoire passée de la famille. Donc, c'est vraiment c'est l'histoire la plus ancrée. C'est une très belle histoire. Ça se lit bien. Puis, c'est des histoires courtes. Hein, donc, vous attendez pas non plus à un développement des personnages colossal. Mais, oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Hein, c'est quatre histoires. Donc, c'est 4 épisodes de la saison 1 qui ont été repris. Hein, pas tous les épisodes de la saison 1. Et ça se lit très, très vite. Quoi. Et tu parlais d'Alien. Donc, la pine donc, qui fait... référence à la race de Zaxxon, j'ai plus son nom, c'est Zaxxon, je crois, le lapin bleu là, le lapin vert qui était dans l'univers Star Wars Legends à la base, mais qui était recanon dans les comics jeunesse. Ok, là tu m'en Adventure. J'avoue que. Ouais, bref, bon en tout cas, je crois que c'est la même race. Hein, je sais pas, il y a une espèce de jeu de mots avec les lupis peut-être, un truc comme ça, je sais pas, ça remonte, j'ai pas fait la recherche. Mais non, moi cette partie-là, alors la dessinatrice, non, c'est un dessinateur cette fois. Sur Lope Ocho, c'est Haruichi. Alors, Haruichi, on en avait déjà parlé. Si tu te rappelles bien, c'est le mangaka, et le très bon mangaka d'ailleurs, qui avait fait Leia, Princess of Alderaan, qu'on avait critiqué. Oui, qu'on avait beaucoup aimé. Qu'on avait beaucoup aimé, et dont on attend un éventuel troisième tome qui conclurait le manga, hein, parce que le manga est en hiatus toujours, et c'est ce fameux Haruichi là, qui aurait terminé son travail. Il avait aussi fait le High Droid, tu sais, des légendes de Luke Skywalker, là, qui n'était pas la plus naze des histoires. Non, ça allait. Le studio derrière le studio à l'origine d'animation derrière. C'est Geno Studio. D'accord. Tu connaissais, toi. Oui, alors oui, en off de Jean qui me dit Geno Studio, ils n'ont pas fait grand-chose. Je vérifie leur filmographie, puis en plein gros, il y a marqué Golden Kamuy. Voilà. Alors, je vous laisserai huer Jean dans les commentaires, hein, parce que voilà. Non, mais Golden Kamuy, qui est un très 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 bel animé qui raconte l'histoire d'un soldat japonais pendant la guerre russo-japonaise de 1904. Enfin, c'est une histoire inventée, mais en tout cas, ça se joue dans cette période-là. Puis c'est l'histoire d'un soldat japonais donc qui a des épopées. Je veux pas trop en dire parce que c'est pas contemplatif quand même, mais pas loin. C'est pas mal sur introspection. Puis il y a une histoire où ils sont à la recherche d'une carte qui a été tatouée sur le dos de 100 prisonniers. Puis du coup, il faut retrouver les 100 prisonniers, ou en tout cas le morceau de dos des 100 prisonniers. Voilà, j'en dirai pas des masses plus. Et le générique. C'est Man with a Mission, hein, qui est derrière le générique Winding Road, qui est absolument moi je sais, des fois il y a des génériques qui viennent me chercher, celui-là est venu me chercher, hein. Fait partie des génériques que j'ai dans ma playlist du Spotify. Et c'est une série, je t'ai pas dit, mais c'est une série relativement courte, parce que si c'est quelques épisodes, moi je veux bien me tenter le Golden Kamuy, c'est 24 épisodes. Ah ouais, bon, ça va là. C'est une série sortie en 2018, donc c'est assez récent. Okay. Et donc, Geno Studio, alors moi je connaissais pas plus que ça effectivement ce qu'ils avaient fait. Par contre, il y a beaucoup d'animateurs qui proviennent du studio Manglobe, qui est maintenant fermé, hein, mais c'est un studio Manglobe qui avait fait Samurai Champloo. Mais c'est un studio récent, hein, il y a de 2015. Hein, voilà. C'est très récent comme studio. Mais tu me dis que des anciens membres ont fait Samurai Champloo, ok. D'accord, je vais essayer de regarder tout ce qu'ils ont fait, parce que Samurai Champloo, c'est... Ça va aller vite, il y en a 3. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand-chose. C'est un studio récent, effectivement, mais voilà, Champloo. Tu l'as vu, toi, Champloo? Oui, effectivement. J'adore. Le troisième, c'est le 9e Jedi, que je ne vous ferai pas en anglais, parce que je suis incapable de prononcer le 9e en anglais, sans que tout le monde se moque de moi. Donc, le 9e Jedi, alors l'histoire est quand même relativement... comment vous faire ça en ligne? Disons que vous suivez une héroïne qui est la fille d'un forgeron qui a créé 7 sabres et qui doit ramener ses sabres à un groupe de Jedi, pense-t-elle, et qui vont ramener ses sabres, et il s'avère que finalement, potentiellement, il se passe un truc avec ce groupe, et vous verrez en lisant ou en regardant Star Wars Vision, et c'est peut-être dans le manga papier la scène
qui ressort le moins bien parce que c'est en noir et blanc. Oui, effectivement, bah là, effectivement, la couleur des sabres a une importance quand même dans Voilà, il y a une dans le révélation. Bon, si vous n'avez pas vu Star Wars Vision, etc., je pense qu'on tourne tellement autour du pot que vous allez comprendre, mais il y a une révélation de Star Wars Vision qui est faite par la colorimétrie et qui, du coup, ressort pas dans un manga noir et blanc. Le mangaka s'en est sorti plus ou moins. Habilement, voilà. avec comme il a pu. Hein, voilà. On va pas lui en vouloir. Non, en nommant la couleur, effectivement. Voilà, en nommant la couleur. Voilà. Enfin, en supposant la couleur d'ailleurs, parce qu'il n'y a même pas la couleur. Mais voilà, c'est assez intéressant. Ouais. Bah écoute, ouais, pareil. Alors bizarrement, c'est marrant, mais moi, je sais pas toi, des 4 épisodes qu'ils ont retenus de cette saison 1 de Vision, c'est vraiment les 4, moi, qui m'ont le plus marqué. C'est fou, quoi. Enfin, ils ont choisi mes préférés, je t'avoue. Et celui-là m'avait beaucoup plu lors de sa vision il y a quelques années. Notamment parce que la production, la boîte de studio d'animation, c'était production IG. Alors IG, ça vous dit peut-être rien comme ça. En fait, c'est un peu l'alpha et l'oméga non, j'exagère un peu, mais à peine. L'alpha et l'oméga du studio d'animation japonais, parce que c'est eux qui sont à l'origine de Ghost in the Shell. Que ça. Et de toute la saga Ghost in the Shell en animé, donc la suite Innocence, les Standalone Complex, tout le bazar, ceux qui ont fait la section animée de Kill Bill volume 1, ceux qui ont fait Batman Gotham Knight, qui est le Animatrix de la version Batman, quoi. Ils ont fait du Pokémon, ils ont fait du One Piece, ils ont fait du Van Helsing, ils ont fait du Panzer Dragoon, du Clamp, du Tales of. Tu oublies de parler de l'attaque des Titans, je trouve ça assez. L'attaque des Titans, voilà. Ouais, tu oublies de parler, donc tu as parlé de Pokémon, pour les plus anciens comme moi, Blue Seed. Blue Seed aussi, effectivement. Voilà, XXX Olic, c'est voilà, aussi. Blood Plus, c'est eux. Blood Plus, Psychopath. Écoutez, la liste. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait numéro 8 récemment, pour ceux qui connaissent. Ouais. Alors moi, je le lis en manga. Ça fait partie des mangas que je suis en ce moment. Mais je ne l'ai pas vu en animé. Mais bon, pour ceux qui connaissent, en ce moment, c'est Kaiju numéro 8 et Terminator 0, que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait un animé sur Terminator. Non, effectivement. Ah, Vinland Saga aussi, c'est eux. Ah oui, Vinland Saga. Oui, Vinland Saga. Autre générique exceptionnel, le générique de la saison 2. Donc ouais, un gros studio qui avait fait le 9e Jedi. Ouais. Et je t'avoue, là encore, le mangaka qui s'appelle Yusuke Osawa, c'est le même qui a fait le manga Mandalorian, on en parlera plus tard. Mais il se débrouille très bien, quoi. Il colle bien à la patte production IG, et je t'avoue que il n'y a rien à dire au niveau dessin, quoi. Les scènes d'action, encore une fois, ultra dynamiques. Les persos sont reconnaissables. C'est ça. Ça marche. C'est peut-être celui que j'aimais le moins dans les 4. Ouais, voilà. Peut-être que l'histoire est. Voilà. Peut-être, mais. Pareil. C'est peut-être, mais encore une fois. Voilà. Le dernier qui s'appelle The Twin. Alors, The Twin, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui se tapent dessus. Alors, moi, j'ai cru que c'était un frère et une sœur, en fait. Je pense. Ou alors c'est un frère vraiment très androgyne. Alors, est-ce que j'aurais pu rater ce petit détail quand même? Il me semblait que c'est 2 filles. On va essayer de se mettre. Je l'ai relu aujourd'hui encore. Ouais, parce qu'il y en a une, c'est clairement une fille, vu que c'est encore une fois tiré de l'animé du studio Trigger, donc effectivement. Du coup, tu me. Et là, on voit le frère. Effectivement, là, je montre quelques clichés du manga. Voilà, lui, ça, c'est le frère, en fait. Ouais, autant pour moi. Pour moi, effectivement, je disais que c'était 2 sœurs. Non, c'est un frère et une sœur qui se tapent dessus. Mais effectivement, ça porte à confusion, on va dire. Hein. C'est toujours pareil avec. Mais globalement, le manga, c'est vraiment, que ce soit le manga ou l'animé, c'est globalement bagarre à la 2e minute jusqu'à la dernière minute. Ah ouais, non, mais ça. C'est vrai que je me rappelle, l'animé avait fait parler, parce que justement, il y en avait qui avaient détesté, parce que justement, ça partait, mais c'est celui qui parle le plus loin. C'est de la bagarre. Puis c'est là où on voit vraiment le côté graphique qui la kill. Ah ouais, complètement. Là, il n'y a pas de doute permis, c'est un côté graphique qui la kill. Ouais. Mais ça part jusqu'à. Voilà. L'histoire est tellement bateau, c'est juste donc 2 jumeaux qui font partie de l'élite de l'Empire, mais le frère décide de tout laisser bazarder et vole une espèce de réacteur ou je sais pas quoi, de corps, je sais pas quoi. Et la sœur est pas contente, donc ils vont essayer de le récupérer. Donc grosse baston entre les deux, mais ça va jusqu'à la fin. Là, je spoil, parce que bon, on l'a tous vu l'animé. Ça va jusqu'à un découpage de Star Destroyer à coups de sabre sur un X-Wing. C'est quand même c'est génial. Et à l'époque, quand j'avais lu ça, je tiens, voilà, parce que oui, effectivement, The Elder, c'est Trigger, mais bon, on était encore un peu trop gentil, je trouve, dans
l'animation, dans l'action. Là, c'est le trigger que moi j'aime beaucoup. Ça va tellement loin. Le Star Destroyer coupé en deux, là, c'est ouf. Et donc j'ai beaucoup aimé retrouver ça. C'était de la bagarre, voilà. La grosse bagarre. La bagarre. Mais globalement, ton avis sur ce manga en général, le tome en général? Moi, j'ai pas été très original. Moi, je te dis, Vision, c'est un concept que j'ai adoré dès le départ. Là, retrouver, je te dis, mes 4 histoires préférées en manga. Alors, effectivement, c'est toujours le même débat, le même dilemme quand on critique des mangas. C'est pourquoi adapter en manga un truc qui est tellement énorme en animé, c'est un peu comme Mandalorian, c'est un peu la même critique que je ferais pour Mandalorian. La série se suffirait peut-être à elle-même. Donc moi, j'aurais préféré quand même avoir, parce que ces 4 histoires, elles se terminent sur des fins ouvertes, et j'aurais adoré continuer les histoires, tu vois, de Hope et de Locho, qu'est-ce qui va se passer après la fin de cette histoire-là. Les 2 Twins, il y a une ouverture, les 9 Jedi, il y a une ouverture. Il y a vraiment que je sais pas si tu te rappelles de la série, donc l'épisode 1, c'était The Duel, en noir et blanc et rouge. Ouais. Il y a que cet arc-là, cet épisode-là, qui a eu droit à un roman qui s'appelait Ronin, disponible en français, qui a eu des numéros de comics qui allaient autour, qui n'adaptaient pas juste l'épisode, mais qui allaient autour de cet univers-là. Et moi, j'aurais adoré que le Vision en manga continue les histoires qu'on a eu en anime. En fait. C'est un peu ma seule déception vis-à-vis de ce tome-là. Hormis ça, si on sait que c'est l'adaptation stricto sensus des animés, si on a kiffé l'animé, on kiffera ça. Moi, j'ai adoré relire ces épisodes-là. Ça m'a replongé dans Vision. Il y a un point. Alors, j'ai pas relu le tome en regardant les épisodes. J'aurais peut-être dû, parce qu'apparemment, pour Hope et Locho, le mangaka en fin de tome, comme je disais dans ses remerciements, il dit qu'il a eu l'opportunité de changer un petit truc dans l'histoire. Alors, ça m'a pas marqué plus que ça, donc c'est un détail, mais apparemment, il a changé quelque chose et ça a été OK, quoi, avec le studio. Donc, mais ouais, j'aurais préféré quand même qu'ils étoffent ces histoires de ces personnages, tous extrêmement cool, hein, vraiment, tous les personnages sont vraiment très intéressants. T'as juste 20 minutes pour les connaître, même 15 minutes, certains épisodes. Je me rappelle The Twins, c'est un épisode ultra court en animé, et là encore, c'est quelques pages, mais t'as envie de développer, t'as envie d'en savoir plus, et malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont juste retranscrit. Donc, petite déception, mais quand même très très content d'avoir relu ces épisodes-là. Quoi. Voilà. Et toi, mon ami, as-tu apprécié? Pas mal, parfaitement la même chose, je dirais. C'est toujours pareil, effectivement. C'est l'histoire que vous avez vue à la télé. Si vous n'avez pas Disney+, c'est l'occasion de les voir. C'est très chouette, un manga. On en a vu des mangas qui n'étaient pas terribles dans Star Wars, ça c'est clair. On en a eu des très chouettes. Celui-là fait partie des très chouettes parce que le matériel d'origine est cool, mais aussi parce que je pense que et ça sera la critique inverse pour ceux qu'on va voir juste après, j'avais l'impression, c'est difficile, mais moi quand je lis un manga, j'ai envie d'être, si c'est un manga, j'ai envie de ressentir cette patte japonaise. Si c'est un manhwa, j'ai envie de sentir cette patte coréenne. Etc. Et là, avec celui-là, tu as la patte japonaise qui fait que je suis fan de manga, qui fait que j'aime cette culture, qui fait que j'aime cette manière de me raconter les histoires auxquelles je suis plus friand. Et donc, moi, je trouve que ça fait partie. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Si vous avez mes Visions, oui. Si vous ne savez pas ce que c'est Vision, aussi. Si vous n'avez pas aimé Vision, c'est pas conseillé. C'est la même chose. Ah ouais, c'est pareil. Mais voilà. Donc oui, non, je pense que parmi les mangas, je pense que ça fait partie des mangas que je conseillerais à acheter vraiment. Oui, complètement. Moi, je te dis, s'il fallait mettre une note, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit, mais je mettrais un bon 19 sur 20 sur ce tome-là. Okay, parce qu'on a adoré la série. Quoi. Donc, c'est un peu exagéré, peut-être. Peut-être exagéré. Le 19, mais... là, c'est le cœur qui parle, là, et les gens s'emballent. Là, bon, non, mais j'adorais. Mais ouais. Ouais. Par contre, voilà, si ça vous intéresse, Vision en comics continue encore, hein, parce qu'il y a eu des one-shots là en VO, donc je ne sais pas comment ils vont publier ça en français, dans des recueils, j'en sais rien. Souvent, ils font des BD. Ouais. Souvent, ils font des BD, ce qu'ils appellent des hardcovers, là, des BD. Ils devraient faire ça, parce qu'il y a Peach Momoko, normalement, qui a fait en one-shot Vision. Alors, c'est que dans le thème Vision, c'est-à-dire que vraiment, c'est une autrice, un auteur qui font un numéro qui n'a un peu rien à voir avec le reste. Donc, Peach Momoko, c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu aussi des épisodes, je te disais, de Vision qui étaient en relation avec le premier épisode, le duel. Et il y a un projet
un tome original Vision, donc avec des mangaka pareil, où on va leur donner les clés et qui vont faire des histoires inédites cette fois. Mais alors, on a 0 date. C'est une annonce qui date de plus d'1 an là. Et donc voilà, ça s'appellera Vision Original Manga, mais toujours pas de Ça nouvelles. peut être cool. Ça peut être Ouais, cool. ça peut être cool, complètement. Ça peut être cool. On passe maintenant à la suite. La suite de notre émission, c'est sur le tome 1 et le tome 2 de Star Wars The Mandalorian. C'est purement et simplement la saison 1 de Mandalorian. Alors attends, mais justement, il n'y a plus rien à dire. Alors non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste pour, pas pour vous faire l'histoire. C'est l'histoire de Mandalorian saison 1. Voilà. Alors, ceux qui sont assidus à l'écoute des épisodes de littérature, je sais qu'on avait fait avec Francis la critique du comics qui était sorti il y a quelques années. Et on avait mentionné vite fait le manga parce que le manga était sorti, le tome 1 du moins, et le tome 1, qui est composé de 4 chapitres, correspondait à l'épisode 1 de la saison 1 de Mandalorian. Donc on s'est dit, ok, d'accord, ils vont le faire comme ça. Donc on va se retrouver avec 8 tomes pour la saison 1, la saison 2, la saison 3, 8 épisodes, un tome par épisode. Mais non, parce que le tome 2 nous a fait mentir, parce que le tome 2, c'est l'épisode 2 et 3 de la série, qui a été compilé en donc un tome. J'imagine que ça dépend de la longueur des épisodes. Je ne sais pas si tu te rappelles, les épisodes Mandalorian, il y en a qui font 40 minutes, il y en a qui font 20 minutes. Donc effectivement que là, en manga, ils vont devoir adapter. Donc là, en 2 tomes, 1 et 2, qui sont sortis là en ce moment actuellement, on a les 3 premiers épisodes en fait de la série. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu as un petit mot sur le ou la mangaka qui est mangaka. derrière le dessin? Ouais, complètement. On l'avait mentionné avant, c'est Yusuke Ozawa, donc qui fait à la fois scénario et dessin donc, du manga The Mandalorian. C'est lui qui donc l'auteur, on l'avait dit, du 9e Jedi. Hein. Alors, c'est marrant, j'ai vu ce qu'il a fait aussi en comics manga, on va dire. Il a fait un Spider-Man Fake Red. Et c'est rigolo parce que c'est un manga, Spider-Man en fait, dont l'histoire, c'est assez singulier, on va dire. C'est un jeune qui va retrouver le costume de Spider-Man dans la poubelle, dans une allée, quoi. Il va l'enfiler et il va devoir se confronter aux méchants parce que le vrai Spider-Man a mystérieusement disparu. Donc, d'où le titre Fake Red, tu vois. Est-ce que c'est Spider-Man américain ou le Spider-Man japonais de l'époque des années 70 quand Spider-Man est arrivé au Japon et que le Japon fait n'importe quoi? Non, je pense que c'est quand même du Spider-Man américain, ça se passe à New York et tout. C'est ça. Okay, j'ai pas encore lu, mais le plot a l'air intéressant. Donc, pas de méca géant, géant Spider-Man qui se bat contre des extraterrestres. Ok. Non, ça reste encore du Spider-Man un peu classique, on va dire. Quelle originalité. Et il a fait un autre truc aussi, ce bon Yusuke Ozawa, ça s'appelle Kegare no Uta. Donc c'est un manga de fantasy sorti en France sous le nom La Ballade de Ran. Rien à voir avec la traduction en japonais, Kagere no Uta. Et c'est l'histoire d'un barde, donc très fantasy, fantasy où tu as un barde qui va se battre contre des monstres et qui va se lier d'amitié avec un monstre et avec les deux partir dans des aventures fantasy, donc dans un monde de heroic fantasy. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi comme manga. Cool. Voilà. Au niveau du dessin, pas grand-chose. Je bégaye parce qu'en fait, j'ai un problème. C'est que c'est la série Mandalorian. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a limite il y a les mêmes plans de caméra que il y a les mêmes plans de caméra que l'image. Enfin, bon. J'exacerbe un peu le trait, hein, évidemment. Vous voyez que j'exacerbe, mais tu pourrais presque donner ça à une IA pour qu'il te génère le manga, quasiment. Dans le sens où... C'est dur. C'est dur, parce que voilà, non, attention, les dessinateurs dessinent super bien, mais quand tu me dis c'est le scénariste de Mandalorian... il adapte le scénario. Il a fait, excuse-moi, mais il a regardé la série, puis il a fait, bon, là, j'arrête l'image ici, puis je dessine ça, j'arrête l'image ici, je dessine ça. Enfin, c'est terrible, mais c'est là où j'ai un problème, c'est si vous avez vu, mais la série Mandalorian, c'est super. Regardez la série. Et quoi qu'il y a une catchphrase qu'il a ratée, j'ai pas compris. Dans l'épisode 1 où tu as le Mandalorian qui... tu sais, quand il est entouré de Stormtroopers et puis qu'il dit on a assez de contraintes, puis il dit c'est un petit peu inéquitable pour vous là. Il y a quelque chose qui est passé à la trappe. Faut comprendre pourquoi. Ah merde, tu vois, j'ai pas... C'est dommage. Mais encore une fois, si vous avez... Alors, c'est super bien dessiné. C'est très, très bien.
On retrouve des très chouettes dessins, on retrouve tout ce qui fait de Mandalorian. Si vous avez aimé ça, si vous aimez les mangas, c'est cool. Mais encore une fois, c'est The Mandalorian en manga. Il n'y a pas grand chose de plus à vous dire que ça. Ok, alors attends, je vais essayer de contrebalancer parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a pas de problème sur ça. Sauf que, alors oui, effectivement, c'est la retranscription en manga de Mandalorian, ok, quoi. Mais faut savoir que nous, on a lu les comics et un graphic novel qui était sorti avant, qui est aussi adapté. Mandalorian a été adapté à toutes les sauces, hallucinant, c'était trop. Il manque le jeu vidéo. Voilà, il manque surtout. Mais vous avez Bounty Hunter sur PS2 qui existe, si vous voulez Mandalorian. Il ressort en plus sur les consoles actuelles. Enfin, le timing est bien trouvé. En tout cas, encore une fois, avec Francis, on a critiqué ce comics-là. Et le comics Mandalorian, tu vas rigoler, mais c'est le comics en 2023. C'est le seul comic Star Wars qui est rentré dans le top 50 des meilleures ventes de comics en France. D'après les chiffres, c'était Arnaud Kikou du podcast First Print / Comics Blog qui avait sorti ce chiffre-là. Et j'étais dégoûté de savoir que c'était donc The Mandalorian, le comics, le tome 1, parce que le comics de Mandalorian est la pire adaptation. C'est le pire comics pour nous, pour Francis et moi. Enfin, je vais pas... Peut-être Francis aussi, je crois qu'il avait dit ça, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment... Francis, ça aurait pu très bien sortir de sa bouche. C'est une purge. C'est dégueulasse. Mais en fait, là encore, ça suit la série, ça copie-colle la série, les mêmes répliques, tout ce que tu veux, sauf que le dessin est dégueulasse. L'artiste, si on peut appeler ça un artiste, il s'appelle Georges Gentil. Et Georges Gentil, il faut qu'il arrête sa carrière de dessinateur, qu'il fasse autre chose parce qu'il ne sait pas dessiner. Il nous a dégueulassé la Haute République un petit peu et il a fait une mini-série Mace Windu là, qui a fini en VO récemment, qui est tout aussi dégueulasse. C'est affreux, mais affreux, c'est une honte. Et ce comic, c'est sorti. On a le prochain TikTok de Star Wars en direct. Voilà. Je suis désolé, Georges Gentil, quoi. Je suis sûr que tu es très très sympa comme gars. D'ailleurs, ton nom de famille le laisse entendre. Hein. Mais c'est dégueulasse. Donc comparé à ce comics-là, déjà on a eu ce comics jeunesse qui s'appelle, en français, c'est le Mandalorian. Alors saison 1, la BD officielle, qui est aussi publiée chez Panini, qui est là, c'est pas vraiment un comics, c'est plus un graphic novel, dans le sens où le tome est sorti d'un coup, c'est pas sorti par numéro en VO. Là, c'est sorti d'un coup. L'histoire est ultra condensée parce que c'est plus pour un public jeunesse, le graphic novel. Alors non, en français, ça s'appelle la BD officielle, voilà, c'est ça. Donc c'est Mandalorian, la BD officielle, saison 1, la BD officielle, saison 2, il y a une saison 3 qui est prévue. Et rien que là, déjà, le dessin est plus sympa. Alors oui, l'histoire est squeezée, parce que c'est une 70 pages pour toute la saison, là, tu vois. Alors que là, on a 250 pages pour un épisode, quoi. c'est un peu pas la même proportion. Ouais, pour le premier tome, pour le deuxième tome. Pour le premier tome, ouais. Mais ça reste bien plus potable que le comics qui était dégueulasse. Et en fait, on avait fait un comparo avec ces trois œuvres-là, tu vois, donc le graphic novel, le comics et le manga. Et en fait, quand tu prends les trois œuvres qui adaptent le truc, franchement, le manga sort du lot parce que, alors oui, tu dis que c'est Mia pourrait, mais c'est pas à rendre hommage. Ouais, mais je pensais troller, mais en fait, derrière, tu m'as surpassé dans les propos, donc je te dirais que j'étais encore. Non, mais dans le sens où ce que je disais, Lia, c'est que c'est les mêmes plans de caméra, c'est les mêmes. Tu peux faire un arrêt image sur la série, puis tu vas retrouver ta vignette, etc. Donc et justement, alors oui, sûrement, tu as sûrement raison, sauf pour encore une fois, les phases d'action. Je trouve les phases d'action dans le manga ultra dynamiques, mais limite plus dynamiques que la série, en fait. La série, ok, tu as les phases d'action, elles sont cool, machin, mais là, c'est en mode manga, quoi. Donc, tu as des espèces d'onomatopées de partout, tu as des espèces de mouvements un petit peu. Là, je sais pas si on a un exemple, là, des espèces de poses iconiques, là, tu vois, quand il va buter IG-11, machin, bam bam. Je sais pas, il y a quelque chose de très manga, je trouve, dans comment l'action est décrite dans ce manga-là, quoi. Mais tu vois, par exemple, j'ai trouvé le découpage. J'aurais pas fait comme ça. Je suis pas mangaka. C'est pas mon métier. Mais tu vois, par exemple, quand Grogu fait léviter le gros monstre là. Ah ouais, attends, je vais l'avoir. Je trouve le découpage, parce que moi je le regardais je l'ai lu sur mon ordinateur avec en double page. C'est-à-dire, j'avais les deux pages qui s'ouvrent en même temps, comme si je lisais mon manga. Et c'est assez bizarre en fait que comment est-ce qu'il a découpé ces vignettes et qu'il fait apparaître Grogu seulement sur la page derrière. Enfin, je trouvais qu'il y avait l'occasion de faire une belle image sur une grande page avec cette scène-là, puis je trouvais qu'elle rendait pas top.
sur le manga. Mais encore une fois, alors, j'ai pas lu les comics Mandalorian, j'ai pas lu les petits dessins, les petits trucs, mais encore une fois, c'est clair et net que c'est une très très belle adaptation, c'est très joli, c'est très bien dessiné, on ressent l'esprit de la saison 1 du Mando. Donc, globalement, si vous avez aimé et que vous cherchez une bonne adaptation, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment parfait. Complètement. Là encore, avec quelques pages couleurs. Quelques pages couleurs bien sympathiques. Moi, je trouve que les acteurs, notamment Griff Karga ou même l'étranger, là, comment s'appelle, Werner Herzog, sont extrêmement reconnaissables. Il n'y a pas de souci niveau physionomie et tout. Enfin, il faut vraiment que tu regardes le comics. C'est affreux. Non, ça va. Tu me l'as bien vendu là pour que je le regarde pas. D'accord, ok. Non, juste pour rigoler, par contre, ça peut le faire, quoi. Juste des screenshots, quoi. Mais ouais, non, après... je regarde Kaamelott si j'ai envie de rigoler, tu vois. Mais bon, les Mando, il n'y a pas de souci. Il dessine très bien le Mando. Non, mais il n'y a pas de doute. Pareil. Ouais. Mais effectivement, après... On retombe toujours dans le même dilemme. C'est pourquoi moi j'aurais adoré avoir. C'était prévu à la base, mais en fait, je crois que le succès de la saison 1, inattendu, parce qu'on sortait d'un épisode 9 qui avait déplu tout le monde. Donc là, ils ont sorti Mando. Mando, ça a cartonné, les gens ont adoré. Donc ils ont développé l'univers et ça a bloqué un éventuel roman, d'éventuels comics qui développerait l'univers du Mandalorian avec, pourquoi pas, Grogu, qui partirait dans des aventures, ça et là, et qui n'irait pas en contradiction avec la trame principale canon, on va dire, pas canon, mais je veux dire, la trame principale, et vraiment les vrais événements qui arrivent dans la série, et des petites aventures à côté. Là, non, ils ont adapté Senso Scripto, encore une fois, pour la troisième fois, parce qu'on a ça, on a des livres pour enfants illustrés, c'est toujours les mêmes histoires, et là, je t'avoue qu'effectivement, si vous êtes fan... Alors moi aussi, pareil, j'ai des mangas qui adaptent des œuvres que j'adorais. Tu vois, j'ai L'étrange Monsieur Jack en manga, parce que je suis un gros fan du film, et le film est à des années-lumière du manga qui reste sympathique, mais quand tu es fan, c'est sympa d'avoir son petit manga. Tu as quoi? Tu as Steins Gate, on parlait de Steins Gate, le jeu vidéo, tu vois, le jeu vidéo est un chef-d'œuvre. Et j'ai acheté le manga pour me revivre... Voilà, les Star Wars manga, voilà. Les Star Wars manga, tu vois, où tu avais Star Wars en manga. Voilà. Mais qui reprend vraiment la trame, tu vois, t'as pas vraiment de non, mais tu avais des plans un peu différents. Etc. Voilà, c'est vrai que là. Mais cela dit, ça reste du très bon, puis voilà, vous le savez, c'est marqué sur la jaquette ce que vous achetez. Donc, oui, voilà. Il n'y a pas de surprise. Vous pouvez pas vous dire. Les prochaines sorties manga? Oui, pardon, allez, on y va, c'est vrai qu'on discute là, mais c'est pas tout, il faut aussi... Donc ouais, c'est un peu le bordel, on va dire, je t'avoue que c'est que ça soit au Canada... Les dates sont sujettes à changer, puis on n'est même pas certain du territoire, donc comme ça... Voilà. Alors déjà, pour le Mandalorian, il faut savoir que le tome 3 est prévu d'après Nobinobi en septembre, là, qui arrive bientôt, là, en France. Donc nous, Viz Media, que dalle. Donc, je me doute que le tome 3, on va devoir attendre, je ne sais pas combien de mois pour l'avoir après la France, malheureusement. Par contre, on se rappelle du tome 3 de Leia Princess of Alderaan, comme mentionné un peu avant. Moi, j'avais vu que le tome 3 devait sortir, donc j'ai vu ça sur un seul site, en mai dernier. Ça n'a pas été le cas, et ça me surprenait aussi, parce qu'on avait dit justement que le gars était en hiatus, le mangaka, il ne pouvait plus dessiner, et Leia, c'est un manga qui a été développé par chapitre, et on n'a plus de chapitre depuis 2021. Donc là, cette annonce du tome 3 en mai, donc c'était une fake news, c'était pas possible, quoi. Mais par contre, j'ai encore eu une date pour novembre de cette année-là, pour le tome 3, donc on verra. Mais à mon avis, Leia, il faut mettre une croix dessus. Je ne pense pas que le tome 3 sortira, malgré les news sur quelques sites un petit peu obscurs, parce que j'ai aucune source pour ces sites-là, quoi. C'est vraiment bizarre. Pour Leia, donc, pause. Par contre, pour, comment ça s'appelle, la Haute République. La Haute République, là, par contre, on sait ce qui va sortir, notamment, on a des annonces, là, la SDCC 2024 récemment. Déjà, en Amérique du Nord, on a, en août, le tome 3 de Edge of Balance, donc un équilibre fragile qui sort. Donc, peu de temps chez Nobinobi après. Donc, je pense qu'on se fera. Je pense que le prochain épisode manga, qu'on se fera tous les deux, si tu veux bien, ça sera Mando tome 3 et Edge of Balance tome 3, quoi, en combo, quoi. Je pense que ça sera ça. Mais en fin d'année, quoi. Vraiment, on fait en fin d'année, quand ils seront disponibles chez Nobinobi. Et par contre, annonce SDCC 2024, là, cette année, on a eu donc le tome 4 de un équipe fragile, donc les aventures de Lily, Arkov et toute la clique de notre République. Mais lors de la phase 3, parce qu'on est en plein phase 3 là en ce moment en VO. Et on a aussi un équilibre fragile un peu hors série qui s'appellera Prémonition et qui présente les persos de Yoda et de Mark Yandro. Pour l'instant, on n'a que ces deux personnages en héros, donc là, on ne sait pas trop de quoi ça parlera, donc on verra.
mais tous les 2 tomes Edge of Balance, Prémonition et tome 4 sont prévus en VO, enfin en anglais, ici au Canada pour le mois de mai 2025. Et plus tard, du coup, j'imagine, 2026. Donc ça, c'est un peu ce qui nous attend au niveau manga, niveau news manga, on va dire. Voilà, voilà. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que c'est pas trop le bordel? C'est le bordel. C'est un peu le Mais bordel. les gens s'en sortiront, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Stay tuned, comme on dit dans la famille. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo, un truc complètement débile, mais donc au Canada, on n'a pas l'annonce du Mandalorian tome 3, alors que la France là, mais en Allemagne aussi, ils ont l'annonce, donc en décembre. On a le tome 3 de Mandalorian qui est prévu en décembre, donc un peu plus tard que Nomi. Franchement, Nomi, chapeau. Même si, Nomi, petite critique, je les ai contactés entre-temps, entre le dernier épisode manga et celui-là, pour leur demander un petit peu qu'est-ce qui se passe niveau publication, c'est le bordel. J'ai la moitié des infos sur votre site, l'autre moitié c'est sur d'autres sites, sur Wikipédia ou d'autres sites. C'est quoi votre plan de publication des mangas Star Wars? Est-ce que Leia, tome 3, on l'aura? Tout ça. Zéro réponse, Nomi, donc c'est pas cool. Une petite réponse aurait été sympathique, quoi, même si, bon, voilà, on n'est que Star Wars en direct, j'ai envie de dire, mais quand même, quoi, quand même. Donc, pas de réponse de Nomi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on aime beaucoup vos publications, quoi. Donc, voilà. Pas de news de leur part. Voilà. Eh bien, sur ce, si vous avez des news de Nomi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si Nomi regarde cet épisode, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Petite heure à parler de trois tomes de manga. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller les acheter si jamais ça vous plaît. Puis si ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. On va donc conclure cet épisode de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, quoi que ce soit, vous avez le Discord, vous avez la page Facebook, vous avez le YouTube, etc., Instagram. Donc n'hésitez pas. En tout cas, mettez les pouces si ça vous plaît. Puis mettez pas de pouce si ça vous plaît pas. Toujours pareil. On est dans la joie, la bonne humeur. Faites-vous plaisir. Lisez des mangas. Profitez de cet été qui est absolument pluvieux au Québec. Ah ouais, ouais. Donc n'hésitez pas. Amusez-vous bien. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux si l'épisode vous a plu. En tout cas, de la part de Jean et de moi-même, nous vous remercions. Arigatou gozaimasu d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye. Bye.